dans ce webinaire de présentation des appels 2023, des appels à projets collaboratifs européens du cluster 2 sur la thématique transformation sociale et économique. Donc, les appels du cluster 2, culture, créativité et société inclusive, font partie des appels à projets européens de l'ensemble de la partie du programme du financement de la recherche européen qui est consacré à financer une recherche au service de la résolution de grands problèmes sociétaux, de défis sociétaux, de problématiques mondiales, comme indiqué dans le nom. Voilà, donc c'est un ensemble, c'est une partie du programme où la recherche est au service de la résolution de grands enjeux sociaux et économiques. Il y a plusieurs thématiques, dont la thématique culture, créativité et société inclusive. On peut attendre des chercheurs en sciences humaines et sociales dans toutes les thématiques, santé, sécurité, alimentation, climat, etc. Nous, on va s'occuper aujourd'hui du groupe culture, créativité et société inclusive et même d'une partie des appels sur la thématique transformation socio-économique. Quels types de projets sont attendus en réponse à ces appels? Des projets collaboratifs avec une dizaine de partenaires, peut-être 8, 12, 15 vraiment maximum. Des projets où on collabore entre partenaires de différents pays, entre chercheurs de différentes disciplines et entre acteurs de la recherche, de l'innovation, les parties prenantes, tous les acteurs qui vont être concernés par le problème à résoudre et qui vont se mettre ensemble. Ce sont des appels très prescriptifs. Il s'agit vraiment de répondre à une commande très précise de la Commission européenne. Il n'y a pas simplement un thème dans lequel on va pouvoir placer son projet, mais il s'agit de mettre son expertise au service de la réponse à une commande précise. Puisqu'il s'agit de répondre à des grands enjeux sociétaux, les projets doivent être résolument tournés vers l'impact sociétal et ou économique. Donc c'est vraiment au cœur des projets. Ça, c'est les grandes caractéristiques. Ensuite, il y a 3 types selon les appels, on attend des projets, 3 types de projets différents. La majorité, sont des, Research and Innovation Actions, actions de recherche et d'innovation, où on a un volet recherche et un volet, de test des solutions qu'on propose. On a les actions d'innovation, Innovation Actions, où là, il y a plus de nouvelles recherches qui sont développées. On est vraiment en train de tester des nouveaux dispositifs, tester les solutions. Donc, on est vraiment dans de l'application et du test de solutions innovantes. Et puis, on a certains projets qui sont des actions de coordination et de soutien, Coordination and Support Actions, où là, il s'agit de mettre en réseau différents acteurs au niveau européen, tous les acteurs au niveau européen sur un sujet, sur une thématique. Il n'y aura pas de projet de recherche directement, mais ce sera les mettre ensemble, peut-être. Alors, soit ça va être faire l'éclat de l'art d'une question, ça va être mettre en relation les acteurs académiques et non académiques, différents enjeux pour structurer en fait une communauté. Et ensuite, on a souvent, dans les années qui suivent, des appels à projets qui sont liés à la thématique portée par l'action de coordination et de soutien. Donc, c'est aussi l'occasion, quand on participe, d'être déjà, de connaître les acteurs principaux et d'être déjà bien placé pour les appels à projets qui suivent. Ce sont des projets d'une durée en moyenne de 3-4 ans et dans les appels qui nous concernent, on a souvent des projets autour de 3 millions d'euros par projet. Donc, c'est des projets internationaux, donc il faut au moins 3 partenaires qui soient établis dans 3 États membres ou États associés à Horizon Europe, avec au moins un partenaire provenant d'un État membre. Mais si vous faites un projet avec 3 partenaires, ce ne sera pas assez, hein. Comme je l'ai dit, c'est une dizaine de partenaires qui sont attendus.
Et puis, il est possible de financer aussi des partenaires qui viendraient d'autres pays, à voir au cas par cas, mais en général, les seuls pays que vous pourrez vraiment financer de façon très exceptionnelle, c'est des partenaires qui seraient dans des pays déjà très développés en recherche, avec des gros budgets recherche, comme je sais pas, États-Unis, Canada, ou autres. Mais si vous collaborez avec des partenaires en Asie, en Afrique, il y a des chances qu'ils soient éligibles. Donc, à voir au cas par cas, il y a une liste des pays éligibles qui est régulièrement mise à jour par la Commission européenne. Et bah, vous pouvez nous contacter pour votre projet, pour des cas particuliers. Donc, dans tous ces appels qui sont là pour résoudre des problématiques mondiales, on a donc le groupe d'appel sur culture, créativité, société inclusive, et on a ensuite 3 grandes thématiques en son sein, au sein du cluster 2. Donc, démocratie et gouvernance, les appels que Sylvie vous a présentés lundi. Patrimoine culturel européen et industrie culturelle et créative, ça, ce sont les appels que Margot vous a présentés hier. Et ce matin, on va voir les appels sur la thématique des transformations sociales et économiques. Donc, retenez bien les dates, les appels que je vais vous présenter ce matin. Leur date limite de soumission, c'est le 14 mars prochain. Il y a aussi des appels qu'on ne va pas voir en détail aujourd'hui, mais qui seront déjà détaillés dans le guide des appels que nous vous proposons, dont je reparlerai à la fin, dont la date limite de soumission sera début février 2024. Donc, c'est vraiment le moment de se lancer pour préparer vos réponses, puisque c'est pour dans un peu plus de 3 mois. Donc, dans la thématique transformation sociale et économique, ça va vraiment être un ensemble d'appels qui vont être l'enjeu principal, en fait, le défi à résoudre, c'est que nos sociétés connaissent de nombreuses transformations. Et l'idée, c'est que notre développement économique se fasse en faisant attention que ce développement reste inclusif, qu'il ne laisse personne de côté, qu'il ne contribue pas à augmenter les inégalités, mais au contraire à les réduire. Donc, que ce soit un développement économique qui se fasse aussi dans des objectifs de bien-être et des indicateurs, des souhaits plus larges en fait que simplement la croissance du PIB. Donc, un développement qui soit inclusif et qui lutte contre les inégalités. Et du coup, j'ai dégagé, donc ça, c'est pas officiellement si vous ouvrez les appels à projets, eux, ils ne seront pas classés comme ça, mais comme on a quand même du coup des thèmes assez diversifiés, pour vous présenter les appels, je les ai classés en 3 catégories. Les appels qui sont directement liés à cette réduction des inégalités, à l'inclusion. Des appels qui font un focus sur les transformations du marché du travail, comment les accompagner, et l'éducation, et souvent aussi le lien entre éducation et marché du travail. Et puis, toujours dans cette logique de développement harmonieux et multifacette, il y a des appels qui sont centrés sur les enjeux des migrations, avec les volets comment réguler les migrations et aussi comment bien accueillir les migrants. Voilà, donc voilà les 3 grands thèmes qu'on peut dégager dans les appels qui sont présentés au sein de cette destination. Donc, les appels que je vais vous présenter ce matin, voilà, ce sera les 3 ensembles d'appels. 5 appels sur la réduction des inégalités, 3 appels sur le marché du travail et l'éducation et 2 appels sur les migrations. Donc, premier thème, hein, un développement économique harmonieux où on veille à ne pas développer les inégalités, au contraire, les réduire. On a donc un premier appel qui nous invite alors, c'est un appel dont le sujet a déjà fait l'objet de financements antérieurs par la Commission européenne sur sa thématique qui est des indicateurs de développement qui aillent au-delà du PIB. Mais là, cet appel, il est là
pour que toutes ces recherches qui existent depuis vraiment de nombreuses années, hein, ce n'est pas un thème nouveau en recherche, pour que ces appels se traduisent en fait dans les politiques publiques qui sont conduites. Comment faire pour que les politiques économiques qui sont conduites, elles s'approprient ces nouveaux, ces indicateurs du développement humain qui aillent au-delà du PIB. Donc, faire en sorte que les politiques économiques s'approprient ces résultats de recherche qui existent depuis maintenant même plusieurs dizaines d'années. Donc, faire en sorte que le développement durable, la prospérité, le bien-être, le développement durable de la planète, etc., soient au cœur des politiques économiques qui sont conduites. Et du coup, voir aussi quels sont les obstacles à ce changement de paradigme des politiques économiques et donc quels facteurs on pourrait mobiliser pour les surmonter. Proposer des méthodes pour opérer ce changement et réfléchir au cadre qui sera nécessaire à la viabilité de ce changement. En bas de ma diapositive, parce qu'ici, en fait, j'ai repris les diapositives du guide ensuite qu'on vous propose, du guide des appels, mais je ne développerai pas, mais du coup, c'est l'occasion de vous indiquer comment ça fonctionne. On a tous fait ça, on a mis des liens vers des appels passés en lien avec la thématique, voilà, qui vous permettent aussi d'aller voir les anciens appels, d'aller voir les projets qui ont été financés dans le cadre de cet appel pour faire votre état de l'art, pour voir qui a remporté les projets, quels sont les acteurs clés dans ce domaine, pour aller voir les sites web des projets financés, vous inspirer, voir comment ils ont fonctionné, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis des liens en bas de diapositive, voilà, qui pourront vous être utiles. Deuxième appel, donc, le 09. Ici, il s'agit de lutter contre les inégalités en matière de logement. Donc, en permettant, en donnant une vision d'ensemble des conséquences des inégalités de revenus sur le marché du logement. Mieux comprendre en quoi donc, les transitions à la fois écologiques et numériques qu'on est en train de vivre, en quoi ça peut affecter l'accès au logement et comment on peut s'en saisir dans les politiques conduites, en politique d'aménagement du territoire, quelles innovations on peut proposer. Et puis, sur certaines populations qui rencontrent le plus de difficultés d'accès au logement, quelles actions spécifiques on peut conduire. Et puis, étudier des bonnes pratiques, proposer des nouvelles bonnes pratiques pour proposer développement des logements qui soient abordables et qui permettent donc toutes ces actions pour réduire les inégalités d'accès au logement liées aux inégalités socio-économiques. Ensuite, l'appel numéro 10, il est là, on retrouve, mais cette fois-ci au cœur, notre double transition écologique et numérique. Comment faire pour que ces transitions, elles soient au service de tous et qu'elles n'augmentent pas les inégalités et au contraire qu'elles puissent servir à les réduire. C'est vraiment un enjeu phare de la Commission européenne, l'accompagnement de la double transition écologique et numérique. Donc ici, expliquer en quoi elles peuvent aggraver les inégalités, créer des nouvelles inégalités et comment faire pour y remédier, pour empêcher cette aggravation des inégalités ou cette création de nouvelles inégalités. Et donc ici, les résultats de la recherche vont être encore pour conseiller les politiques, essayer d'infléchir, de donner des clés pour conduire des politiques qui permettent de faire en sorte que ces transitions numériques et écologiques ne soient pas au détriment de l'égalité. Et puis enfin, dans ce domaine, l'appel 01, il est sur le télétravail. Non pas le télétravail en général, mais le télétravail, son impact économique, social et territorial. Et donc, comprendre comment il a pu, le développement massif du télétravail, même s'il existait auparavant, qui s'est développé avec les confinements liés au Covid et finalement comment ça s'est pérennisé, généralisé. Donc quel impact ça a eu sur les conditions de vie, sur les conditions de travail, aussi les implications territoriales. Est-ce qu'il y a eu
des gens qui sont retournés dans des zones rurales, quelles villes ont pu connaître des départs, quelles villes au contraire en ont profité, et du coup, ensuite fournir des recommandations pour aider justement les différents types de villes, hein, grandes, petites ou moyennes et les zones rurales à se saisir de ces opportunités pour en profiter, pour, aussi s'adapter, fournir des politiques adaptées et se saisir des opportunités qui peuvent être créées, suite à ces changements de conditions. On avait encore un sur, ce 1er thème de réduction des inégalités, un appel qui est aussi lié à la santé et qui est sur, l'organisation de soins, de longue durée intégrés sur les territoires. Donc c'est vraiment l'enjeu de l'accès aux soins de longue durée et de la réduction des inégalités territoriales dans l'accès à ces soins. Donc comment, et l'idée c'est d'intégrer, tous les acteurs, liés aux soins de longue durée, que ce soit des acteurs publics, privés, des structures, médicalisées ou non. Comment mieux comprendre, l'existant, faire des propositions pour améliorer la qualité de service, penser aussi aux personnes qui travaillent dans ce secteur, avec, un focus sur le secteur informel et comment l'intégrer dans, ce système, de soins. Observer des pratiques prometteuses, en proposer des nouvelles. En particulier, voir comment, les technologies de l'information et de la communication pourraient aider à, la mise en place et au fonctionnement de systèmes de soins intégrés pour les soins de longue durée. Et puis, fournir des données, analysées aux décideurs politiques à tous les échelons, donc du local, à l'échelon européen, sur l'inégalité d'accès à ces soins, les écarts entre l'offre et la demande, voilà, leur fournir des éléments d'analyse et des propositions. Ça, c'était pour le premier groupe d'appel sur la réduction des inégalités, un développement économique inclusif, on pourrait dire. Oui, 2e, volet, ensemble d'appels, les appels sur, le marché du travail, les transformations actuelles du marché du travail, des systèmes éducatifs, et leurs interactions. Donc on a un appel qui est, dédié à, l'analyse dans le temps, des, inégalités en matière d'éducation et de formation. Donc, l'idée, c'est vraiment de cartographier, d'avoir une vision longitudinale et du coup aussi, d'évaluer, les mesures qui peuvent être prises pour, faire face à ces inégalités. Donc l'idée, c'est de vraiment de pouvoir suivre des cohortes d'élèves, dans le temps et de cartographier toutes les données qui existent et déjà de les réunir, d'évaluer les acquis des études qui ont déjà été conduites, vraiment de tirer, finalement les leçons des recherches qui ont déjà été conduites dans ce domaine, mais en offrant une vision, consolidée. Pour aussi, en analysant le passé dans la longue durée, aussi, se projeter vers l'avenir, analyser des tendances. Aussi, cette production scientifique existante, donc on va analyser les données qui ont été produites, mais aussi les méthodes qui ont été employées pour, l'évaluation des inégalités et donc faire une étude comparative des différentes méthodes et proposer, celles qui seraient les meilleures. Et puis, donc en ça analyse de l'existant des données déjà produites, des méthodes et l'évaluation des méthodes d'analyse, eh bien on va ensuite, bah, le projet doit aussi produire ses propres analyses pour identifier les interventions à même de réduire ou de compenser, ces inégalités dans l'accès, à la connaissance, dans l'accès à la formation, que ce soit formation, initiale ou, continue tout au long de la vie. On a un deuxième appel, qui serait, on pourrait dire, d'économie de l'éducation sur, l'efficacité de l'investissement, dans l'éducation. Donc, comment évaluer, l'efficacité, la performance des mesures politiques, des programmes éducatifs, des programmes de formation, heu
développer des méthodologies d'évaluation et je disais que on suggère de développer des approches quantitatives. Il s'agit aussi d'identifier les politiques d'éducation et de formation qui permettent un usage efficace des fonds publics et puis élaborer des recommandations politiques pour proposer des réformes. Donc ici, on est vraiment dans l'évaluation de la performance de l'investissement public dans l'éducation et la formation. Et on a ensuite un appel qui va être à cheval sur les enjeux des migrations, qui est comment faire pour lutter contre les pénuries de compétences et de main-d'œuvre en Europe. Donc, en fournissant aux décideurs politiques des données au niveau européen sur les pénuries de compétences et de main-d'œuvre, en leur mettant à disposition des indicateurs sur ces pénuries de compétences, et faire en sorte qu'on puisse comparer les données entre les différents pays européens. Donc, avoir des indicateurs qui soient pertinents à l'échelle européenne. Et puis proposer des pistes pour réduire ces pénuries et réfléchir et faire la part de ce qui pourrait provenir de transformation du contenu des formations et puis du fait de faire venir une main-d'œuvre depuis des pays hors Union européenne pour aussi apporter des compétences. C'est pour ça que je disais que c'était à cheval avec l'enjeu des migrations. Et du coup, dans le volet migration, on a un appel qu'on pourrait dire complémentaire, puisqu'il s'agit de travailler sur les partenariats internationaux de l'Union européenne qui sont liés aux pénuries de compétences sur le marché du travail. Donc là, le projet doit permettre de fournir des outils aux décideurs politiques pour gérer les pénuries de compétences sur le marché du travail au sein de l'Union européenne et de voir quels peuvent être les avantages, les inconvénients de recourir à une main-d'œuvre immigrée pour combler ces pénuries et comparer avec d'autres solutions. Et puis, donner des recommandations pour, au niveau européen, la gouvernance de l'Union européenne en matière de migration sur cet enjeu. Donc, quels partenariats pourraient être conclus au niveau européen avec des pays hors Union européenne pour réguler et voir comment faire venir de la main-d'œuvre de pays hors Union européenne pour combler ces pénuries de compétences, mais sans non plus, par exemple, créer une fuite des cerveaux, sans aussi vider des pays de compétences dont ils ont eux-mêmes besoin. Voilà, donc comment envisager tout ça? L'autre appel dans le domaine des migrations, ça rejoint, c'est la même idée que l'appel, dans la logique d'appel, hein, pas sur le sujet, mais celui qu'on a vu sur les indicateurs de développement humain. Là, l'idée, c'est de réduire à nouveau l'écart qu'il puisse y avoir entre des recherches qui sont conduites depuis de longues années, même financées par la Commission européenne depuis de longues années sur les enjeux migratoires, et puis le fait que ça puisse se traduire concrètement dans les politiques qui sont conduites. Donc, comment combler le fossé entre la recherche sur l'immigration et les politiques qui sont conduites dans ce domaine. Donc là, on est dans une action de coordination et de soutien. Hein, on n'est pas directement dans la recherche, mais c'est comment faire travailler ensemble tous les acteurs concernés. Donc, structurer un réseau, développer une méthodologie pour mieux faire connaître les résultats de la recherche aux décideurs politiques et aux acteurs de terrain. Montrer comment et présenter aux décideurs politiques les informations qui peuvent leur être utiles et issues de la recherche et proposer des nouvelles méthodes pour qu'il y ait un apprentissage mutuel, un échange, un partage de connaissances et de savoir-faire entre les chercheurs, les décideurs politiques, les acteurs de terrain. Donc, un petit aperçu sur les appels 2024. Donc on aura, là je les ai aussi classés par thème. Donc d'abord tous les appels sur la réduction des inégalités, sur les transformations du marché du travail, l'éducation et on n'a pas d'appel sur les migrations en 2024.
Je pense qu'ils veulent attendre que la question de coordination et de soutien, ce qui permettra de réduire l'écart entre la recherche et les acteurs de terrain et les politiques et commencer à produire ses fruits pour ensuite proposer à nouveau de la recherche sur les migrations. Donc, avant de prendre vos questions, là, j'avais quelques petits messages à faire passer. Donc voilà, ça, c'est tous les membres du PCN Cluster 2. Voilà, nous, ce qu'on peut faire pour vous, vous, porteurs de projets, vous, fonction support, membres de Cellule Europe. Donc sur notre site internet, on a sur notre site, on a des informations générales sur les appels du cluster 2. On a les replays de tous nos webinaires, les diaporamas qu'on produit et on a mis en place des nombreuses fiches pratiques, une boîte à outils en fait qu'on essaye de développer régulièrement. Et bien, si vous avez des envies d'outils et de fiches pratiques, vous pouvez nous proposer des choses. On en a déjà sur des présentations générales, qu'est-ce qu'on attend d'un projet Cluster 2, on en a sur comment trouver des partenaires, on en a sur si vous n'êtes pas chercheur, en quoi quand même ces appels peuvent vous concerner. On en a sur les enjeux éthiques des projets, etc., etc. On organise régulièrement des événements d'information, vous faire connaître les opportunités de financement. On développe des ateliers méthodologiques. Je vais vous présenter nos prochaines dates dans une diapositive suivante. Donc, soit généraliste, soit avec des focus sur certains sujets, la recherche de partenaires, ou l'éthique ou autre. Et puis, ça, c'est tout ce qu'on organise, mais n'hésitez pas à nous faire venir sur site, dans vos établissements. Nous, on peut co-organiser avec vous des événements où on s'adapte aux enjeux spécifiques de votre site pour proposer des informations ciblées en fonction des profils des laboratoires, proposer des ateliers méthodologiques adaptés, etc. Là, on a une petite fiche pratique pour vous proposer comment travailler avec nous pour développer un atelier. Vous voulez monter un projet, on est là aussi, on est disponible pour des rendez-vous individuels, pour vous aider à vous orienter dans les appels ou pour vous donner des conseils plus précis, plus personnalisés dans la préparation de votre projet, son adéquation avec l'appel à projet, aussi, je sais pas, votre consortium. On peut discuter avec vous de différents aspects pour vous orienter dans la préparation de votre projet. Donc, nos prochaines actions. Donc là, cette semaine, on a présenté les différents appels du cluster 2. On a dans la foulée publié notre guide des appels 2023-2024. La semaine prochaine, le 8 décembre, on a un atelier méthodologique pour apprendre à trouver des partenaires. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à demain soir. Ensuite, comme c'est un atelier pratique, on verra, le nombre de places est limité, donc on vous réécrira en début de semaine prochaine pour voir qui peut participer à l'atelier. Voilà, s'il a beaucoup de succès, on pourra en refaire d'autres. Il est d'abord destiné à ceux qui seraient susceptibles de porter un projet, même si vous n'avez pas encore identifié d'appel. On pensait faire une autre séance plutôt d'échange de bonnes pratiques, là, avec les collègues des cellules Europe des établissements. On essaye de sortir d'ici la fin de l'année aussi un guide des appels qui peuvent intéresser les chercheurs en sciences humaines et sociales dans les autres clusters, santé, sécurité, climat, alimentation, numérique, etc. Ensuite, en mi-janvier, donc 17 janvier, c'est la Commission européenne et le réseau des PCN Cluster 2 européens qui organise une présentation des appels 2023 du cluster 2, pour compléter les présentations qu'on vous a faites ce matin. Et puis le 18 janvier, donc toujours ce réseau des PCN cluster 2 européens, organise un événement de réseautage pour trouver des partenaires pour vos projets. Donc voilà, si vous suivez l'atelier du 8 décembre, ça peut aussi vous aider à vous préparer à l'événement du 18 janvier. Fin janvier, le 26 janvier, on organise des ateliers méthodologiques généralistes pour que vous voyez qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qu'on attend de vous, comment vous préparer, des conseils pratiques pour préparer votre proposition.
Et on en fait un par destination, comme ça nous fait des petits groupes et on s'appuie sur des exemples concrets plutôt liés à la thématique de la destination, démocratie, patrimoine culturel ou transformation socio-économique. On essaiera dans la foulée de vous proposer un guide de rédaction qui s'appuie sur une analyse qu'on a conduite des rapports des évaluations des premiers projets financés dans le cadre d'Horizon Europe. Au printemps également, on va essayer de vous présenter un atelier sur les enjeux croisés de la science ouverte et de l'éthique dans les projets en réponse aux appels du cluster 2. En février 2023, aussi, le réseau des points de contact nationaux cluster 2 européens va organiser un événement de réseautage sur les appels qui peuvent intéresser des chercheurs en sciences humaines et sociales dans les autres clusters, mais on ne sait pas encore quelle thématique va être choisie. Et puis le 14 mars, ce sera le moment de déposer votre projet. Oui, autre série de petits messages avant de vous laisser la parole. Donc, vous présenter 2 financements complémentaires qui existent pour accompagner les porteurs de projets qui veulent se lancer dans une coordination de projets européens. Pour les laboratoires, il y a l'appel de l'ANR, MRSEI, qui est ouvert à des laboratoires français qui souhaitent se positionner en coordination de projets. Donc ce qui sera évalué, c'est les qualités scientifiques du projet, l'adéquation de projet que vous proposez à l'appel visé et le profil des partenaires de votre consortium. Et vous pouvez obtenir 30 000 €, dont 10 000 € pour financer l'apport d'un consultant, 10 000 € maximum. Et puis sinon, vous pouvez faire, non pas, ça vous aide pas à avancer votre recherche, mais vraiment à vous réunir avec les membres de votre consortium pour travailler ensemble, à aller prospecter des nouveaux partenaires, etc. Il y a plusieurs sessions par an, on n'a pas encore les prochaines dates, mais il faut guetter ça. Et si vous êtes une entreprise, il y a un soutien de BPI France, Diag PTI. Là, vous pouvez vous positionner en tant que coordinateur ou en tant que partenaire de projet européen. L'aide sera plus importante si vous vous positionnez en tant que coordinateur. Et voilà, c'est pour financer aussi de la prestation de conseil. Et cette fois-ci, il n'y a pas de date, c'est au fil de l'eau avec une réponse de BPI France sous 2 semaines.